Bonsoir à toutes. Ça va, là c'est un peu fort, on va entendre un peu tout ça. Merci d'être là avec nous à la Cité Audacieuse pour ce mardi de la clé un peu particulier. Donc pour les personnes qui ne seraient jamais venues au mardi de la clé, je vais vous citer. Donc, je suis Céline Thiebaud-Martinez, je suis la présidente de la coordination française pour le lobby européen des femmes. La clé, donc, c'est une coordination d'associations françaises qui joue le rôle de passerelle, d'intermédiaire entre ce qui se passe en France et ce qui se passe au niveau européen. C'est une association qui a été créée il y a quelques temps maintenant par Yves Moody, notamment, qui s'était rendu compte que la voix des femmes n'était pas suffisamment portée au niveau européen. Et la clé est la représentation française au sein d'une organisation européenne qui s'appelle le Lobby européen des femmes. On pourrait vous parler des directives qui sont en cours, mais ce soir, nous allons plutôt nous intéresser aux initiatives Marianne, puisque de par sa dimension européenne et internationale, la clé est une association qui est très sensible aux questions des droits des femmes dans le monde et pas simplement en Europe. Et on a souhaité, comme on l'avait fait l'an dernier, valoriser quelques lauréates de l'initiative Marianne. L'initiative Marianne, peut-être que Léa qui est en ligne nous en dira des choses un peu plus précises tout à l'heure. Donc Léa Robert, tu peux nous faire un petit signe? Bonjour. C'est une administratrice de la clé et elle représente la clé justement au sein du Forum Génération Égalité qui s'occupe des initiatives Marianne. Elle va nous expliquer exactement ce que c'est. L'idée, en tout cas, qu'a eu la France en montant cette initiative il y a 2 ans, c'était de valoriser les défenseurs des droits partout dans le monde. Donc, la première promotion donc, de 2021 a été exclusivement féminine. Cette année, la promotion est mixte, donc il y a aussi quelques hommes. Et ce soir, nous n'accueillons que des femmes, parce que nous sommes quand même à la Cité Audacieuse. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir sur site avec nous Asma Darwish, qui nous vient du Bahreïn. Nous accueillons également Estelle Eoulé-Lobé et Safina Virani. Et nous avons en ligne Anna, qui nous donnera quelques informations, mais pas tellement sur elle, puisque Anna essaie de conserver une forme de discrétion. Donc, elle nous dira ce qu'elle a envie de nous dire sur sa propre situation. Ce que je vous propose, c'est que au cours de cette soirée, eh bien, on s'intéresse à pourquoi il existe dans le monde pourquoi. En fait, non, pas pourquoi. En fait, je pense que ce qui est important ce soir, c'est de se rappeler, d'avoir en tête ce que nous vivons en France aujourd'hui, les problématiques auxquelles nous sommes confrontés en tant que femmes, et de se mettre en perspective sur le rôle qu'on peut avoir sur la scène internationale pour des pays dans lesquels, en tout cas, les droits des femmes sont largement contestés, bafoués, où il est extrêmement difficile, voire impossible pour une femme de passer le permis de conduire, de se déplacer seule dans la rue. Des pays où il existe des violences sexistes et sexuelles qui sont systématiques, des pays où les migrations provoquent la traite des êtres humains. Donc, toutes ces questions-là, nous allons les aborder ce soir avec nos intervenantes. Et vous allez voir que les mobilisations que nous portons en France, quand on revendique, quand on demande à la France de tenir ses positions en termes de diplomatie féministe, puisque les initiatives Marianne s'inscrivent dans cette diplomatie féministe, nous allons voir que ça permet à certaines femmes dans le monde d'accéder par exemple, aux initiatives Marianne, et donc d'être accompagnées pour poursuivre leur combat dans des pays où c'est extrêmement difficile de le faire. Alors, je vais commencer, on va surtout vous donner la parole, en fait, parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à nous dire et que les messages seront très instructifs pour nous. Je vais déjà laisser la parole à Asma Darwish, et pour commencer, je voudrais que vous nous expliquiez comment vous avez fondé votre engagement, qu'est-ce qui a provoqué chez vous votre engagement avec
tout ce qu'il a impliqué ensuite et tout ce qu'il devait impliquer initialement. C'est à partir du moment où vous êtes lancé, je pense que vous saviez quelles conséquences ça allait avoir pour vous. J'aimerais savoir comment vous vous êtes positionné, qu'est-ce qui vous a amené là, finalement. Merci beaucoup, Céline. Du coup, moi, je suis Asma de Bahreïn, originaire de Bahreïn. Ça fait 8 ans que j'habite ici en France en tant que réfugiée politique. J'habite sur Tours. Et par rapport à ma motivation, pourquoi je suis devenue défenseuse de droits humains. En fait, en 2011, il y avait un mouvement politique et social dans mon pays, Bahreïn. Bahreïn, c'est une île, une monarchie à côté Qatar et Arabie Saoudite, au Moyen-Orient. C'est vraiment compliqué au niveau de droits politiques et de droits civils. C'est un pays riche, mais ça ne veut pas dire qu'on vit une vie facile parce que, surtout pour les femmes, il y a des difficultés, des défis par rapport au niveau de l'État, la loi, et aussi la société qui impose beaucoup de restrictions par rapport à la participation des femmes dans la vie sociale et la vie politique. Du coup, en 2011, moi, j'étais étudiante à la Polytechnique de Bahreïn. Je faisais mes études de banking et finance. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et mon pays a vécu ce moment que le peuple, mais tout le monde, vraiment tout le monde, c'est un petit pays et tout le monde, ils ont allé dans la rue pour demander des réformes politiques. Et là, le gouvernement, ils ont répondu avec beaucoup de oppression. Ils ont même appelé les armées de pays voisins, d'Arabie Saoudite et les Émirats, pour intervenir et oppresser ce mouvement social de peuple. Et là, le pays était dans un état s'appelle Emergency State, c'est comme martial law. Et l'état d'urgence. État d'urgence. Donc, et tout le monde qui a participé dans les protestes et manifestations, leur maison s'était vandalisée par les sécurités de l'État. Et ma maison n'était pas exceptionnelle, pas spéciale, mais ça m'est arrivé. Donc, ils ont arrêté membre de ma famille, mon frère. Il a disparu pour 4-5 mois. On ne savait pas il était allé où, il est arrêté pourquoi. Mais on ne pouvait même pas mettre un pied dehors de la maison parce que c'était un état d'urgence. C'était vraiment compliqué. Et là, moi, j'avais 20 ans, je ne savais pas quoi faire. Je parle plusieurs langues. Donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour savoir où il est mon frère. Donc, j'ai commencé un compte sur Twitter et j'ai commencé de faire des tweets. Et aussi, j'ai commencé de pas manger, hunger strike. Donc, je me suis dit, moi, je vais chaque jour mettre un message sur Twitter et je vais compter les jours que je ne vais pas manger jusqu'à que j'ai des nouvelles par rapport à mon frère. Et là, à l'époque, je ne savais pas que c'est un acte de disobedience, manifestation ou proteste. C'était juste une idée qui est passée dans ma tête, dans un pays assez fermé. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas manger.
Du coup, là, ça a attiré l'attention de beaucoup de médias internationaux qui étaient vraiment concentrés sur ce petit pays riche au Moyen-Orient. Donc, ils ont rapporté sur mon histoire et l'histoire de ma famille et l'histoire globale de beaucoup de gens dans ce pays. Et là, j'étais arrêtée, j'étais interrogée par les sécurités de mon pays. Et c'est là, 2011, que j'ai commencé mon activisme parce que je savais que je peux faire beaucoup de choses avec ma voix dans ce pays qui est vraiment fermé. Et en 2015, je suis arrivée en France et j'ai demandé l'asile avec mon fils qui a maintenant 10 ans, qui est en classe de CM1. Et j'ai une fille aussi qui est en CP, qui était née en France. Je suis venue ici et c'est là que j'ai vu que mon combat pour les droits humains, c'était pas complet. Ça manquait quelque chose. Une grande partie qui c'était les droits des femmes. J'étais trop concentrée sur les droits humains en global, comme des droits civiques et politiques de tout le monde dans mon pays. Et j'ai pas vraiment remarqué que les droits de femmes, là-bas, c'était vraiment bafoué. Et mes propres droits en tant qu'une femme, c'était pas valorisé. Et c'était ici en France que j'ai commencé d'ouvrir petit à petit mes yeux par rapport à ma situation. Et c'était ici aussi que ma vie a pris des tournants vraiment importants. J'ai pris des décisions. Pour ma famille, c'était des décisions. Désolée. Pour ma famille qui sont toujours à Bahreïn, mes décisions ici que j'ai prises en France, c'était radical et c'était westernized, comme un très européen, elle a changé et tout. Mais c'était en fait ça ma motivation. Comme ma propre famille était des sujets d'oppression de mon propre gouvernement. Après, de continuer mon combat, c'était d'être ici en France et observer que je peux faire plus que ça. Alors, je vais parler avec le bâton de parole, qui n'est plus un micro. Non, c'est bon, je vais vous laisser. Du coup, votre engagement, on va dire, pour les autres, il commence en France, c'est ça? Et quelle forme il va prendre, compte tenu du fait que vous avez obtenu le droit d'asile, que vous n'êtes plus dans votre pays, mais qu'en même temps, vous constatez que les droits des femmes sont bafoués là-bas dans votre pays. Comment vous allez réussir à finalement à être active, on va dire un peu opérationnelle d'ici? En fait, au Bahreïn, j'ai commencé mon activisme. C'était pas ici en France. J'ai commencé mon activisme là-bas et je travaillais avec la société civile locale et internationale aussi. Mais quand je suis venue en France, j'ai vu que je ne peux pas être à la frontière de défendre des autres quand mes propres droits en tant qu'une femme de Bahreïn est pas respecté. Donc ici, j'ai pris un an de pause de mon travail pour observer ma situation et comment je peux changer ma situation. J'étais coincée dans un mariage forcé. J'avais 20 ans quand j'étais mariée avec cet homme. Et donc, j'étais voilée forcément aussi depuis que j'avais 9 ans. Donc, ici, 2019, j'ai pris cette année pour observer ma situation et comment je peux me défendre avant d'être là pour les autres. Et c'était ça le tournant qui était vraiment, vraiment important à mon parcours. Et aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise sociale
de consultation. Donc, je continue de travailler avec des ONG internationaux pour construire et monter leur stratégie de plaidoyer aux thématiques vraiment, vraiment diverses. Mais ma passion à moi, c'est les droits des femmes. Merci. On a toujours un peu des problèmes techniques, hein. C'est vraiment les aléas du direct. Alors, je propose qu'on passe maintenant à Cyrina. Alors, juste avant que vous preniez la parole, donc Cyrina, vous venez, Safina, pardon, excusez-moi, vous venez d'Ouganda, et juste avant que vous preniez la parole, parce que j'ai oublié, il y a Léa qui va nous présenter un petit peu la situation internationale, enfin, en tout cas la situation en Ouganda. Donc, je vais te passer la parole. Merci Céline. Bonjour à toutes et à tous. Je vais juste faire un petit point de situation pour situer un petit peu les choses. Donc, l'Ouganda est un pays d'Afrique de l'Est qui est situé entre donc, le Kenya, la Tanzanie, la RDC, le Rwanda et le Sud-Soudan. Et donc, depuis sa déclaration d'indépendance en 1962, c'est un pays qui a été fortement marqué par une instabilité politique. Donc, il a connu de multiples coups d'État, avec le dernier en date en 1986 qui a amené à la tête Yoweri Museveni, qui est aujourd'hui encore à la tête de l'État. Depuis, il y a eu de nombreuses réformes qui ont tenté d'améliorer la situation économique, notamment également avec un référendum en 2005 qui a institué des changements constitutionnels afin d'amener un peu de multipartisme. Au jour d'aujourd'hui, l'actualité, c'est vraiment une peur et une indignation des organisations de défense des droits humains face à un texte qui a été adopté en fin mars 2022 par le Parlement ougandais qui prévoit justement des lourdes peines pour les personnes entretenant des relations homosexuelles pouvant aller jusqu'à la peine de mort. Je vais m'arrêter là et Safina va vous en dire un peu plus. Je pense qu'elle s'y connaît beaucoup mieux que moi. Alors, une précision, Safina donc, ne s'exprime pas en français, donc on va s'exprimer en anglais et on va remercier Marie, qui est en service civique à la clé, qui va se charger de la traduction. Je vais te passer le micro, Pierre. Donc, en fait, Safina, je vais vous demander la même chose, c'est-à-dire qu'est-ce qui, à un moment donné, fait naître votre mobilisation, votre envie de changer les choses dans votre pays, dans un contexte qui est vraiment pas simple au moment où vous le décidez. Hi everyone, my name is Safina Briani. I am from Uganda. I am a radical feminist. I am 24 years old now. Bonjour, je m'appelle Safina, je viens d'Ouganda, je suis une féministe radicale. Et j'ai 24 ans. What inspired me to be a feminist and to want to create change is the situation in Uganda. I didn't understand a lot of what she said because it was in French, but Uganda is really not a democratic country. En fait, ce qui m'a fait vouloir devenir féministe, c'est vraiment la situation dans l'Ouganda. C'est aussi ça qui m'a fait vouloir commencer à m'engager de mon militantisme. Donc, je n'ai pas compris ce qu'a dit Léa sur la situation en Ouganda à cause de mon français, mais je vais vous expliquer un peu ce qui s'y passe. I didn't actually start out as a feminist. I started as a young kid that used to see people suffering, my way back home, and I wanted to create change. So, je n'ai pas commencé en fait en étant féministe. Au début, je voyais juste la souffrance autour de moi, dans ma famille, dans là où j'habitais. C'est là que j'ai commencé. So I started with, doing community service, and at the end of it, I actually built a nursery school with the help of other students in my high school. We built a nursery school in rural parts of the country. Donc, j'ai commencé par faire du travail pour la communauté autour de moi. Donc, par exemple, on a construit une infirmerie pour des enfants défavorisés qui vivaient dans la communauté.
I later on moved on to work with refugees because Uganda is one of the biggest countries it's one of the countries that hosts the most refugees. Ensuite, j'ai travaillé avec des personnes réfugiées parce que le Ouganda est un des pays qui accueille le plus de réfugiés. And then I went on to study my bachelor's in international relations, focusing on peace and conflict. Et ensuite, j'ai commencé à étudier dans un bachelor, un master, je pense, en relations internationales avec une spécialité en paix et conflit. Now, when I was studying my bachelor's, we had a sort of Me Too movement happen in the country during COVID. Donc, quand je faisais mon master, en fait, on a eu une sorte de mouvement MeToo pendant le Covid. And it sort of highlighted the alarming rates of sexual violence that we have in the country. And it was during this period where a lot of women were coming out and saying, this has happened, you know, me too, me too. And when we looked at the stories, we realized that nothing was being done. All these women shared this experience, but nothing was being done about it. Donc à ce moment-là, donc pendant cette vague MeToo, il y a beaucoup de femmes qui ont parlé sur les violences sexuelles dont elles étaient victimes. Donc tout le monde, enfin beaucoup de femmes disaient ça m'est arrivé à moi aussi. Et surtout, on se rendait compte qu'à ce moment-là, rien n'était fait pour ces femmes-là. And of course, during this period, I was slowly, you know, growing into feminism. I was studying feminism, and I was slowly becoming a women's. I was now focusing more on. I was slowly learning I was slowly focusing more on women's rights as opposed to everyone's rights. I slowly started to focus now on women's rights. And when this happened, it was just a collective of feminists that didn't know each other that came together to now focus on solutions for the sexual violence. Donc à ce moment-là, moi, j'étudiais les droits des femmes. Et je m'y intéressais de plus en plus. Et à ce moment-là, en fait, ça a créé un peu une communauté autour de ces femmes-là qui étaient victimes de violences sexuelles. And that's when we formed the organization known as Frauen Initiative Uganda. It's an organization that works with victims of only victims of sexual violence. It's the only organization that focuses on victims of sexual violence. And what we do is we provide legal, medical, and psychological help. Voilà, et donc du coup, on a créé une initiative qui s'appelle l'initiative Frauen. Yeah, it's the German word for women. Okay. We tried to use femme, but they were like, oh, that means lesbian. Ok, c'est intéressant. Donc, Frauen qui veut dire femme en allemand, ils ont essayé d'utiliser le mot femme français, mais apparemment on leur a dit ah, mais ça fait lesbienne. Voilà. Donc, la Frauen Initiative, qui est la seule organisation qui se concentre spécifiquement et uniquement sur les violences sexuelles. So, to give more context to the country that I come from and why it's important for us to be radical feminists, is like she mentioned, Uganda is pushing an anti-homosexual bill. And what this bill is going to do is it's going to criminalize the very existence of gay people. And it seeks to punish even children that are gay. Like if they say, oh, this child is, you know, not acting straight, then this child is put in jail. It also seeks to punish people that rent or provide housing to members of the LGBT community. So if someone just falsely accuses, like, oh, you know, they'll say, so-and-so is gay, the landlord as well is picked up and thrown in jail. And it's a really heavy, like if you break down the law, this is the kind of country that I come from. Donc, la raison pour laquelle je pense que c'est très important en Ouganda pour moi, d'être féministe et radicale, c'est parce que effectivement, le gouvernement est en train d'essayer de mettre en place une politique, une loi qui est anti-homosexualité. Et qui, par exemple, s'attaque même aux enfants, ou dès qu'on estime qu'un enfant n'agit pas de façon straight, donc de façon hétérosexuelle, tout de suite, il peut avoir des problèmes. Voilà, et landlords as well. Landlords, hospitals. Voilà. En fait, c'est une loi qui vraiment va régir l'ensemble de la vie des habitants, que ça aille des propriétaires, donc l'accès au logement, etc.
And this is also a country where we have women being killed by their husbands for taking for taking contraceptives. And it's also a country where we have women being killed because they're being accused of witchcraft. Like, this is where Uganda is as a country when it comes to women's rights. And sexual violence happens to be the second most reported crime in the country after theft. So when you look at the police reports, sexual violence is up there. And yeah, it's sort of how I became a feminist. It's how I started my journey. It's how I started to do the work that I do. So outside of Frauen, I also advocate for women's rights as a whole, you know. Et donc, il faut savoir aussi que l'Ouganda, c'est aussi un pays dans lequel il y a des féminicides, par exemple, parce que les femmes prennent des contraceptifs. Voilà, la situation des droits des femmes en Ouganda est très, très préoccupante. Il faut savoir également que les violences sexuelles sont le deuxième crime le plus reporté auprès de la police. Le premier, c'est le vol. Voilà pourquoi j'ai commencé mon engagement, voilà comment j'ai commencé à prendre le chemin que j'ai pris en tant que féministe radicale. Yeah, I think that's it. I will. Yeah, unless there's more questions, I think that's it. Thank you very much. Et donc, on poursuit donc avec Estelle Ewelilobé. Donc, même question. Comment en êtes-vous arrivé là? Qu'est-ce qui a fondé votre motivation? Est-ce que, Léa, tu as quelque chose à dire avant? Parce qu'en fait, je respecte pas du tout ce qu'on avait convenu. Comme Léa est à distance. D'abord, excuse-moi. Alors, je veux dire quelques éléments de contexte, comme ça, vous pouvez également vraiment parler de vous et de vos associations. Donc, la République du Cameroun est un pays d'Afrique centrale dont le français et l'anglais sont les langues officielles. Donc, on a de la chance, Estelle va s'exprimer en français. Tout comme l'Ouganda, le Cameroun a proclamé son indépendance dans les années 60 et est devenu un État unitaire en 1972. Donc, à cette époque, Paul Biya, ancien Premier ministre du premier président du Cameroun, est arrivé au pouvoir, donc en 82, et il est contraint d'adopter des réformes démocratiques dans les années 90 suite à de nombreuses contestations. Au cours des années 2010, il y a eu des revendications sécessionnistes qui se sont exprimées dans certaines régions anglophones, suscitant une réaction, on peut dire, forte des autorités. Depuis maintenant 6 ans, l'ouest du pays est marqué par un conflit entre l'armée et des groupes séparatistes qui ont fait plus de 6000 morts. Donc un autre conflit qui atteint les droits des femmes. Et on a notamment que récemment, une trentaine de femmes ont été enlevées par des groupes séparatistes. C'est bon pour moi. Merci. Ça, c'est un bref aperçu de la situation politique au Cameroun. Déjà, bonsoir à vous et merci de me donner la parole dans le cadre de cette rencontre. Justement, moi, c'est Maubé. Je viens du Cameroun, justement, Cameroun qui est situé en Afrique centrale. Et contrairement à mes collègues Asma et Safina, je suis plus engagée sur les causes environnementales que sur des causes liées aux droits sexuels, reproductifs et aux libertés publiques, comme Safina justement. Il faut dire que mon parcours est un peu atypique. Bon, atypique parce que après une maîtrise en droit, j'ai eu le besoin de m'engager sur des causes écologiques très vite parce que justement, je suivais l'actualité en 1992 qui a été marquée par le sommet de Rio. Et étant autochtone côté maternel, j'ai vécu dans les forêts. J'ai vu ce qui se passait comme désastre dans ces forêts, ce qui a donc motivé mon engagement sur les causes féministes et écologiques. Et le Cameroun étant une ancienne colonie française, notre système éducatif a été beaucoup influencé par la France.
Donc, du coup, j'ai beaucoup suivi le parcours je lisais beaucoup les œuvres de Françoise Toubon, qui a fondé le mouvement écologiste et féministe ici en France, et aussi celle de Wangari Maathai au niveau du Kenya avec la Redland, qui ont fortement marqué dans les années 80. Donc, j'ai senti donc le besoin de, de m'engager sur ces causes-là. C'est comme ça que j'ai eu la chance d'être retenue pour un master professionnel en environnement et territoire grâce à une bourse de l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, après cette bourse-là, justement, j'ai publié un premier article, un essai que j'ai balancé comme ça sur Internet, le changement climatique et les tentatives de solution encore internationale de l'environnement, qui a capté beaucoup d'attention. Et c'est à ce moment-là que mon activisme est vraiment parti. Parce que directement, quelques semaines après la publication de ce petit article-là, j'ai été contactée par, à l'époque, elle était ministre des Relations extérieures en Afrique du Sud, Maïté Machabane, justement, qui m'a, à travers son cabinet, il m'a convié à une pré-COP en Afrique du Sud. Et c'est comme ça que j'ai commencé donc mon plaidoyer au niveau international. Après cette aventure sud-africaine, en revenant au Cameroun, avec certains camarades de classe, certains promotionnaires de l'Université de Limoges, à distance, on a mis sur pied l'Action pour la protection en Afrique des déplacés internes et des migrants environnementaux, qui est une association dont je suis cofondatrice et qui travaille sur trois axes principaux. On a des activités qui se foisonnent et qui sont transversales et qui concernent principalement, globalement, les droits de l'homme, la protection des peuples autochtones et des communautés locales, la sensibilisation sur l'immigration irrégulière, justement parce que lorsque ces entreprises forestières entrent dans les forêts, ils exploitent ces peuples autochtones, ces jeunes qui sont souvent contraints de fuir cette misère organisée et de se lancer malheureusement vers la rupture de l'immigration clandestine et se retrouvant généralement ici en Europe sans même connaître, parler le français, sans avoir eu le temps de préparer vraiment leur parcours migratoire. Et la deuxième activité que nous menons, c'est la mise en œuvre des activités génératrices de revenus. Il faut avouer aussi que grâce au vent de démocratie qui s'est abattu sur le Cameroun en 1990, nous les femmes qui étions un peu éveillées, on a beaucoup profité de ce vent démocratique-là parce que justement, sur le plan normatif, il y a la Constitution qui nous donne cette égalité hommes-femmes, qui consacre certains droits. Et le Cameroun, au niveau régional, a ratifié principalement la Convention de Maputo sur le protocole Maputo, pardon, et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Donc, du coup, nous, féministes qui sommes développés maintenant, on a pris cela comme levier pour asseoir notre combat féministe au niveau national, régional et international. C'est-à-dire les droits acquis que nous avions déjà, on a pris ça comme un levier. Et non, on ne s'est pas attardé sur le fait qu'il y avait déjà des droits qui sont violés. Parce que si on restait sur le fait que non, ces droits sont violés, on n'aurait pas eu cet écho qu'on a, cette dimension qu'on a aujourd'hui au niveau international. Déjà, les droits qui étaient acquis, on s'est appuyé dessus, le droit à la santé sexuelle et reproductive, le droit de choisir son mari, le droit de vote surtout, le droit de vote, le droit de librement à partir au parti politique de son choix. Donc, nous sommes appuyés sur ces droits acquis et c'est ce qui a vraiment fait monter le mouvement féministe au Cameroun et qui influence même maintenant la croissance, le potentiel transformateur au niveau de la société camerounaise.
justement parce que les femmes ont pris conscience qu'il y a certains droits qui existent déjà. Alors, autant mieux s'appuyer sur ça pour propulser nos engagements, nos combats et gratter un à un ces droits malgré le contexte difficile dans lequel nous évoluons. C'est pour ça qu'on se retrouve à ce moment ici devant vous et que nous pouvons discuter ensemble librement. Il faut avouer aussi que dans notre combat, justement, au niveau de la protection des forêts, la justice climatique sur laquelle nous sommes engagés avec l'association, nous sommes beaucoup soutenus par les bailleurs de fonds européens qui, à un moment, ont vu ce que nous faisons sur le terrain dans le domaine de la criminalité environnementale organisée et ils ont décidé de soutenir notre travail au niveau international en renforçant nos capacités, en finançant certaines activités qui tendent à renforcer la résilience des communautés locales contre le crime organisé dans les forêts du bassin du Congo et justement à encourager les femmes, à éduquer les femmes pour mieux défendre leurs droits et protéger leurs forêts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va ensuite, je ne sais pas si ça marche. On va écouter peut-être Léa, parce qu'on va changer de continent. On va entendre Anna juste après Léa. Et alors, habituellement, là, j'improvise. Habituellement, on fait des questions à la toute fin des interventions. Mais là, jusqu'à présent, ce que vous exprimez, ce que vous témoignez, c'est extrêmement riche. En tout cas, ça, je pense que ça questionne beaucoup l'assistance. Et ce que je vous propose, c'est qu'après qu'on ait écouté Anna, on ait une première série de questions. Donc, si vous avez envie de poser des questions, réfléchissez-y. Et après Anna, vous pourrez interroger nos intervenantes. Alors, Léa, si tu peux nous faire un état de la situation, et puis ce sera Anna. Merci Céline. Du coup, on a convenu avec Anna qu'on dirait qu'elle est originaire de l'Europe de l'Est pour sa sécurité. Donc, l'Europe de l'Est a notamment été marquée par la guerre froide, comme vous le savez, dans les années des années 50 aux années 90, donc jusqu'à la chute de l'Union soviétique en 1991, où de nouveaux pays sont apparus, comprenant suivant les différentes définitions la Biélorussie, la Russie, l'Ukraine, les États baltes, la Moldavie ou bien la Roumanie. Donc, ces 30 dernières années, l'Europe de l'Est a été marquée par des tensions entre l'Ukraine et la Russie, des conflits entre certaines nations. On mentionnera notamment la Bosnie ou bien la guerre du Kosovo, mais également une intégration progressive de ces pays dans des instances européennes, voire internationales, avec une multitude de coopérations qui ont été mises en place entre différents pays, avec différents pays hors de cette région. Face à cela, la Russie tente également de regagner ou de conserver sa sphère d'influence selon les différences d'opinion entre chercheurs. Et nous ne pouvons bien sûr pas parler de cette région sans évoquer l'invasion russe en Ukraine déclenchée le 24 février 2022, qui se poursuit depuis. Donc un autre conflit qui malheureusement menace les droits des femmes et a d'ailleurs apporté son lot de non-respect des droits des femmes, mais également des personnes LGBT. On notera notamment l'emploi de la stratégie de viol comme arme de guerre par l'armée russe à plusieurs reprises. À toi, Anna. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez à travers toutes les barrières numériques qui sont entre nous et qui nous séparent. Donc, je remercie tous qui sont venus, même si je vous vois pas. Et donc, merci pour cette mot d'introduction, Léa, parce que effectivement, ce que je vais essayer de faire en 10 minutes qui me sont données, c'est essayer de vous parler à la fois de mon parcours et de problématiques de droits de femmes et des personnes LGBTQI, à la fois dans la région dont je suis originaire. J'aime bien me parler de moi comme une personne post-soviétique et c'est exactement dans cette veine que je vais essayer d'expliquer la complexité de la situation des personnes LGBTQI et les femmes et, dans les pays de l'Europe de l'Est. Et donc, je vais essayer de décliner mon parcours en fonction de ces problématiques. Donc, ce qui m'a aussi marqué, c'est déjà les 3 interventions précédentes. Et donc, par exemple,
mon parcours de défenseur de droit, c'était un tout petit peu le parcours qui a été supposé pour Asmac, mais voilà, qu'il a pas assumé. Moi, j'ai commencé les activités de défense de droit étant déjà hors de ma région d'origine, hors de mon pays d'origine. Et j'ai commencé à intervenir déjà en tant que femme migrante auprès d'autres personnes migrantes, femmes et personnes LGBTQI. Et donc, c'était exactement dans la logique, comment est-ce que je peux être utile à partir de l'expérience que j'ai acquise inévitablement lors de ma propre migration. Et la question qui s'est posée depuis le début, pour moi, c'était la question de configuration des oppressions et la question de configuration des luttes contre ces oppressions. Et ce que j'entends par là, c'est que même avant d'entamer mon propre procédure d'asile, il m'est arrivé d'assister aux demandes d'asile des personnes racisées venues de l'Europe de l'Est et, qui étaient à la fois les victimes du racisme structurel dans les pays de l'Est et qui cumulaient des problématiques liées aux droits des femmes, aux droits des enfants et aux droits des personnes racisées. Et donc, j'ai jamais été dans les configurations, on peut dire, majoritaires pour les droits de femmes. Je me suis trouvée toujours à l'intersection où je préfère plutôt de parler de superposition des plusieurs conditions liées aux violences ou liées au non-respect des droits des femmes et des personnes LGBTQI. Et donc, c'est ça qui était en fait la clé de mon parcours et la clé de mon compréhension de défense de droit. C'était de ne jamais prendre une condition euh, d'une personne opprimée comme un a priori ou comme une condition euh, essentielle, innée ou ancrée, mais toujours regarder dans quelle relation cette condition se trouve par rapport aux questions de provenance et des origines sociales, par rapport au statut migratoire et par rapport aux dynamiques interrégionales qui, pour l'Europe de l'Est, sont quand même les dynamiques clés. Et moi, ce que je voulais souligner par rapport aux problématiques des droits des femmes et des personnes LGBT en Europe de l'Est, c'est que les situations sont très hétérogènes et il varie beaucoup selon les territoires, il varie beaucoup selon les relations entre les centres des pays et les périphéries, entre les milieux urbains et les milieux ruraux, et entre les classes sociales, même si ce mot peut paraître un peu démodé. Et en même temps, il me reste combien de minutes? 7, 8 peut-être? Hmm. 7, 8 peut-être, je sais pas. Ok, bah, je pense que beaucoup moins. Donc, c'est pour ça que voilà, je cherche à m'accélérer, donc juste pour me positionner bien par rapport au timing. Voilà, et donc la situation est très hétérogène et cette hétérogénéité est est induite, est engendrée pas uniquement par la situation actuelle des États indépendants euh, qui sont sortis soit de l'URSS directement, soit des pays qui gravitant autour de l'URSS à l'époque, mais c'est aussi tout ce qui concerne les droits des femmes et les droits des personnes LGBTQI, c'est aussi les problématiques qu'on peut dire à titre absolument à plein titre les problématiques décoloniales. Parce que, par exemple, euh, l'interdiction des pratiques homosexuelles, la pénalisation de l'homosexualité au Caucase, c'est intervenu avec les pouvoirs soviétiques pendant des années 1920. Et c'était en fait des articles précurseurs pour le code pénal russe qui a ensuite criminalisé l'homosexualité aussi. Ce qui est
absolument important à retenir, c'est que ces pays ont été utilisés comme un champ d'expériments pour introduire ces articles. Et là, on revient tout à fait sur la question dans la plupart des pays anciennement colonisés par la France, les articles pénalisant l'homosexualité sont héritiers des articles des codes d'indigénat ou des codes français. Et donc là, on tombe directement sur le problématique décoloniale qui est de prendre en compte. Et ce qui est aussi important, je pense, c'est que il y a quand même beaucoup d'attention à l'avancée ou à la régression législative qui se passe dans les pays de l'Europe de l'Est. Et même si c'est quand même un indicateur très solide, très faible, très fiable, ce qu'on doit retenir, c'est que il n'est pas universel pour toutes les situations. Et par exemple, ce que je voulais ici mentionner à titre de l'exemple, c'est que on sait par exemple que les droits de personnes LGBTQI en Russie ont été complètement bafoués par l'avancée législative de la fin des années 2022, il y avait une loi adoptée par le Parlement russe qui pénalise toute une circulation d'informations neutres ou positives sur l'homosexualité, bisexualité ou transidentité, ce qui veut dire que n'importe quelle personne qui juste essaye de vivre son orientation sexuelle ou identité de genre ouvertement peut être condamnée pour la diffusion d'informations, pour la propagande, comme le terme employé dans ce loi est celui de propagande. Et en même temps, on 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 fait beaucoup moins d'attention aux avancées législatives par rapport aux droits des femmes qui sont en Russie, pareil, par exemple, très négatives. Parce que ce qu'on a eu, c'est en 2017, on a eu le changement législatif qui a décriminalisé la violence conjugale si c'est la première, si c'est reporté la première fois. Et si c'est pas, par exemple, répétitif, ce qui est assez difficile à prouver. Si déjà on est découragé en première étape de plante, et donc ces premières répétitions sont passables à une amende, mais pas à une sanction pénale. Et par exemple, là, on peut parler des processus absolument parallèles, sauf que la législation anti-LGBTQI est complètement visible et ce changement législatif qui n'est pas un loi en soi, mais juste quelques petits coups de décret par rapport au code pénal, sont beaucoup moins visibles. En même temps, ça s'accompagne par la disparité territoriale très large qui sont juste le fait que la Fédération de Russie en soit, en plus des pays qui consistent la région, par exemple la région caucasienne, ce sont des pays qui sont jamais culturellement homogènes et donc on trouve des pratiques on trouve des non-respects de droits de femmes qu'on pense pas trouver dans ce type de région, par exemple l'excision et les mariages forcés. Et en même temps, on trouve dans d'autres régions de même pays des collectifs féministes très actifs, très visibles, qui revendiquent beaucoup les problématiques les plus brûlantes, violences conjugales, problématiques de la pornographie, problématique aussi de participation des femmes lesbiennes au mouvement féministe. Et donc là, c'est vraiment à prendre avec pincette et éviter les généralités de ce tableau de droit, de cette fresque de droit des femmes et des personnes LGBTQI, parce que malheureusement, ni l'héritage soviétique, ni l'héritage colonial, ni la législation actuelle ne sont pas exhaustives pour expliquer la complexité de la situation des droits de femmes et des personnes LGBT.
Merci, Anna. Vous m'entendez là ou Ouais, moi je vous entends. Très bien. Donc là, on voit avec ces prises de parole, avec ces témoignages, que les situations sont extrêmement variées, que les motivations de nos intervenantes sont diverses, mais qu'elles visent toutes à, je pense, à changer la société dans laquelle vous vivez. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie d'en savoir un peu plus? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Moi, j'ai une question pour Asma, c'est ça? Oui. Si j'ai bien compris, vous avez renoncé à votre mariage forcé, c'est ça? Et dans ce cas-là, est-ce que vous avez initié une sorte de mouvement dans votre pays qui, justement, fait peut-être prendre conscience aux jeunes filles que le mariage forcé, c'est pas bien? Est-ce qu'il y a une autre question peut-être avant? On voulait vous préparer. Oui, oui. Du coup, j'avais 20 ans, j'étais étudiante et en cachant, j'étais dans une relation avec un mec et on voulait être ensemble, mais la seule façon d'être ensemble dans mon pays, c'est le mariage. Et là, quand je parlais avec ma famille, et c'était pas la première fois, il y avait des punitions en fait. Du coup, quand je parlais de ce mec-là, ma famille, ils ont dit, ben non, ça ne matche pas avec notre classe sociale. Donc, voici, c'est lui, c'est mieux. Donc, ils ont choisi l'homme pour moi. Et moi, franchement, je voulais aussi sortir de cet environnement familial qui était vraiment, vraiment, vraiment fermé. Il y a 2 semaines, je suis sortie à une sortie scolaire avec mon fils et on est allé au cinéma avec sa classe pour regarder un film. Et ce film, c'était un film de l'Arabie Saoudite qui s'appelle Wejda. Et ça parle d'une petite fille de 12 ans qui voulait vraiment, vraiment monter en vélo, mais c'était pas possible en Arabie Saoudite. Moi, j'étais assise dans le cinéma et ça m'a traumatisée tellement de regarder ce film. Et après, quand j'ai sorti, parce que j'ai vécu tout ça, j'ai bien compris le film. Donc, quand on est sorti avec les enfants et la maîtresse et tout le monde, on a eu une belle conversation par rapport à ça, parce que la maîtresse, elle savait que nous, on vient de Bahreïn, donc il m'a demandé si c'était similaire et pas, ou pas. Donc, ça a déclenché une conversation avec même les enfants quand on a pris le bus jusqu'à l'école. Donc, c'est des situations qui est vraiment difficiles pour vivre. Donc, ici en France, je me suis dit que non, je suis pas obligée, je suis pas dans mon pays, c'est pas ma famille qui décide pour moi. Et après, chacun dort dans son lit la nuit, c'est moi qui dors fais ma vie, quoi. Donc, ici, j'ai décidé de prendre les choses dans ma main propre. Et c'était pas facile parce que ma famille, ils ont arrêté de me parler pour 4 ans. Ils ont me bloqué partout sur les réseaux sociaux. Et aussi, ça a déclenché ma décision quand j'ai dit que je veux pas porter le voile non plus. Ça me représente pas et c'était pas mon choix. Moi, je respecte les femmes et leur propre choix de couvrir ou pas, mais ça, c'était pas mon choix. Du coup, j'ai mes réseaux sociaux qui sont publics aussi. Donc, quand j'ai posté, pour 2 mois, j'ai rien posté. Je me suis dit, je veux pas de gossip et tout. Mais après 2 mois, c'était comme j'étais en train de vivre une vie double façade, double vie. Donc, j'ai mis ma photo et c'était
public. Donc, les gens dans mon pays, ils ont circulé cette photo dans les groupes WhatsApp, des broadcasts, des trucs comme ça, du backlash. Donc, ici, ma famille, ils n'ont pas accepté et avec tous les autres décisions que j'ai prises, ils n'ont pas vraiment aimé ce que j'ai fait. Et là, ils ont commencé à accepter, mais pas accepter mes propres choix. Ils ont compris que tout ce qu'on dit à cette fille, elle va jamais écouter. Donc, on est fatigué d'elle. Et voilà, j'essaye pas attaquer la société là-bas direct, mais je reçois beaucoup de messages en privé des filles, des adolescents qui disent que ils apprécient bien ils admirent cette courage. Et ils sont tellement coincés dans ce pays qu'ils ne peuvent pas prendre les décisions comme moi j'ai fait. Et ils disent que c'est bien que je suis en France, je peux faire ce que je veux et je peux construire la vie que je veux vivre. Est-ce qu'il y a beaucoup de vos amis qui ont eu la même démarche que vous? Récemment, je vois, oui, ma génération, en fait, tous mes amis de l'université qui étaient mariés aussi par le choix de famille, ils sont maintenant séparés ou divorcés ou avec un autre partenaire. Et beaucoup de filles de ma classe à l'école et l'université, ils ont décidé d'enlever la voile au Bahreïn. Donc, moi, j'appelle ça la courage, pas la mienne. Moi, je suis là, donc... Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que... Alors, Jocelyne. Oui, merci. Merci à vous quatre. Bonjour, je suis Jocelyne Adrien-Meltou, c'est pour coucou Anna, on se connaît déjà, comme tu ne le vois pas, voilà. Je voulais juste vous demander à toutes les trois, alors merci pour vos témoignages. Comme certaines d'entre vous savent, je travaille sur les femmes engagées dans le monde et j'ai commencé à parler de collection, si je peux dire, d'interviews plus riches les unes que les autres. Les vôtres sont très importants aussi. Je voulais savoir, pour vous qui êtes donc des femmes engagées, le fait d'être dans l'initiative Marianne, d'avoir cette opportunité, ce que ça vous a apporté, si ça vous a apporté quelque chose, et en quoi est-ce que ça peut vous permettre d'aller plus loin dans votre engagement? Non. Juste le fait d'être retenu dans le cadre de l'initiative Marianne, ça permet un accompagnement pendant 6 mois, une présence en France pendant 6 mois et un programme qui est prévu pour les lauréates. On pourra peut-être détailler plus précisément. So the question is like, as women engaged in women's rights, how does the Marianne Initiative contribute to our fight, to our exposure and feminism? So to answer the question, Initiative Marianne has helped with exposure. It has put us out there, like these are human rights activists, these are women's rights activists that are doing this kind of work. And before, a lot of us were not recognized internationally or even nationally for that matter. We have a lot of people that work on indigenous rights. We have people working on LGBTQ rights. And many of them are not seen in their own countries. So being part of this program has put them on the map and brought sort of awareness to not just who they are, but also their struggles and the things that they advocate for. Donc, le fait d'avoir bénéficié d'être lauréate de l'initiative Marianne, ça permet une exposure, une visibilité.
Ça permet une visibilité très importante parce qu'en réalité, la plupart d'entre nous, on n'était pas connus internationalement, mais même nationalement. Et au-delà du fait de mettre la lumière sur qui nous sommes en tant que militantes, ça met aussi la lumière sur nos combats. Il y a dans l'initiative Marianne, il y a des combats qui sont très différents. Il y a la protection de l'environnement, droits des femmes, il y a aussi des droits des personnes indigènes. Donc, en fait, ça permet aussi de visibiliser cette cause-là, ces personnes-là et ces problématiques-là en particulier. Another thing that it has done is that with the credentials of Initiative Marianne, a lot of human rights activists that are in the program are now protected from their governments. You know, there's this sort of protection that comes with being part of a program that is from another country, that, you know, where you met a president from another country. I mean, I personally don't think he's great, but that's just my opinion from a decolonial perspective. But regardless, when you come from a country that is, you know, always paddling to the West and wants to get Western recognition, it sort of gives you this kind of protection that, oh, you know, she's met so-and-so, he has met so-and-so, you know, you can't, not like my country in Uganda, it's very easy to get, what is it called? Forced disappearance? A nice word for kidnapping, but yes, it's very easy for that to happen. And I'm not the only person whose country does that. There are other laureates who have the same issue, but, you know, just like for some of them, having just a picture with Emmanuel Macron is it's sort of like a security guard, you know, it's protection, it's heavy protection. And unfortunately, not many activists have access to this kind of protection. But for us who are lucky enough to be part of the program, it acts as a protection. Donc, ce que permet l'initiative Marianne, par ailleurs, c'est d'être protégé politiquement, d'être protégé des dirigeants de nos pays respectifs. Et c'est surtout un peu une question de diplomatie parce qu'en fait, rien que le fait d'être pris en photo et que la photo soit partagée entre les lauréates et le président Macron, ça donne une sorte d'immunité. Donc notamment on est un peu immunisé entre guillemets ou protégé des disparitions forcées qui sont des choses qui existent en Ouganda qui en fait un kidnapping. Voilà, et en fait, le fait de bénéficier de l'initiative Marianne et donc d'être reconnu en France dans ses combats, dans son militantisme, ça permet, c'est aussi lié à une reconnaissance un peu occidentale qui est valorisée dans l'Ouganda. Voilà. I don't know if she mentioned the decolonial part, but I'm not here to sell the French government. I just want to make sure I personally, I don't know about these other guys, but I personally, yeah, I am personally very decolonial as much as I am here. So I'm not here to sell the government, but I'm just stating the facts that when your government likes the West and is always, you know, oh, the Western world, it sort of gets cautious when it comes to messing with someone that is known in the West. So I am very decolonial, though. Donc, voilà. Elle précise qu'elle a une position qui est très décoloniale et que voilà. J'ai du mal à traduire leur direct en français, je ne sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, elle a une position qui est très décoloniale et voilà, il faut prendre en mesure, à mon avis, Oui, elle a dit qu'elle n'est pas ici pour vendre cette idée voilà, elle fait partie d'un programme présidentiel gouvernemental français. Il y a des enjeux qui sont bien plus grands que ça et voilà. Et même si c'est un privilège et ça lui permet une certaine sécurité d'être prise en photo avec le président Macron et que du coup, voilà, ça lui donne ce privilège-là d'être en France. Voilà, il y a d'autres enjeux qu'il faut prendre en compte et donc du coup, elle n'est pas une position qui est très découverte. Ouais. Pour commenter sur ça, parce que quand notre photo avec Macron était publiée, on était attaqué par les Français en disant que la France doit résoudre les problèmes internes. Pourquoi on met l'attention pour l'extérieur? Ils sont qui? Tu vois, attaquer le président et son programme et attaquer nous, et nous, on n'a rien à voir avec.
On avait juste une plateforme pour parler de notre combat. C'est tout. Oui, ça, On n'est pas c'est ici le pour, français, hein. oui, C'est c'est pas ça, c'est pas pour les connaître. Oui. Oui, c'est comme on n'est pas ici pour cheer the president or something. On n'a rien à voir avec la politique. Oui. Pour moi, je dirais que en termes d'acquis, euh, sur le programme d'initiative Marielle, il y a pour moi la priorité a été des formations professionnalisantes au niveau de Sciences Po Paris, surtout avec Madame Farinette Rubiol, leadership management des conflits, parce que justement, je travaille dans un contexte très difficile, parce que l'envers du décor, justement, c'est que les droits des femmes autochtones sont enfermés dans un système patriarcal dans le bassin du Congo et n'ont pratiquement aucun droit, ni droit de vote, ni droit santé, sexuel et reproductif, aucun droit du tout. Donc, c'est très difficile pour nous qui venons avec pour ambition de briser ce système-là et de sortir les femmes autochtones d'une caverne dans laquelle elles sont enfermées depuis la nuit des temps et qui constitue pour elles une double vulnérabilité déjà traditionnelle à laquelle vient s'ajouter une vulnérabilité climatique entretenue. Le deuxième volet que j'apprécie vraiment dans cette initiative, Marianne, c'est que cette initiative continue à accompagner la visibilité des travaux que nous faisons déjà au niveau du bassin du Congo. Visibilité, pourquoi? Parce que justement, l'année passée, l'année 2022 a été une année très forte pour notre association où on a vraiment marqué du point par des actions très fortes. Et justement, la France est très impliquée sur ces problématiques forestières au niveau du bassin du Congo. Et justement, en mars, il y a eu le forum One Somos Forest au Gabon, auquel a participé justement le président de la République française et où le problème des droits des peuples autochtones a été posé de façon simple par des activistes qui étaient présents là-bas. La France finance beaucoup à travers des APV, des stratégies et finance aussi beaucoup certains programmes mis en œuvre avec certaines institutions au niveau régional parce qu'il faut noter qu'il y a une gestion intégrée de ces forêts-là dans le bassin du Congo. Et la France a signé des accords de partenariat volontaire, des APV avec majoritairement 6 pays, les 6 principaux pays qui constituent les forêts du bassin du Congo. Et dans ces APV, ils mettent en place justement des contrôles forestiers pour contrôler la légalité du bois qui traverse les frontières et entre dans l'espace de l'Union européenne. Mais le problème, c'est que justement, beaucoup d'entreprises étrangères européennes qui exploitent ce bois exploitent cela de façon illégale et continuent de créer la misère au sein de ces populations, la misère au sein de ces femmes-là qui justement ne comprennent pas toujours les lois qui doivent leur être appliquées parce que justement, le lobbying que je mène actuellement au niveau européen, c'est que arrêter de rédiger des textes de loi pour être appliqués à des personnes, à des femmes qui ont un niveau intellectuel faible. Traduisez ces textes à langue locale, travailler avec les associations communautaires de base comme nous, qui sont là, qui pouvons traduire ces textes-là et ramener le niveau à un niveau, en fait, ramener le niveau de ces textes à un niveau de compréhension accessible à ces femmes parce que ce sont ces populations qui ont conservé ces forêts depuis des années. Ce n'est pas ces populations qui détruisent, ce sont des entreprises privées. Alors c'est pour ça que justement, l'initiative Marianne
contribue de par sa visibilité justement à essayer de propulser nos travaux pour la justice climatique avec tout ce que cela comporte. Et puis, pour terminer, je dirais que il y a eu aussi le côté positif que cela a donné à nos travaux. Parce que le paradoxe, comme on dit, c'est que justement, je suis en France depuis 6 mois, mais tous les contrats que je suis en train de signer avec l'association sont des contrats américains. C'est le paradoxe. Aucune association ONG française n'a accepté de soutenir jusqu'à l'heure actuelle, durant le mois prochain, nos travaux, mais c'est les Américains qui ne font que signer des contrats avec la visibilité que le programme Marraine va donner. C'est le paradoxe. Merci. Anna, si vous pouvez. Ouais, donc je voulais peut-être réagir par rapport aussi à ces 3 points de vue. C'est très intéressant ce que Safina vient d'évoquer, une sorte d'immunité que la participation à l'initiative peut donner dans le pays. Et moi, en étant complètement de notre région, je peux témoigner que je l'ai vécu plutôt à l'inverse parce qu'il y a quand même une... bon, comme l'Europe de l'Est et certains pays sont vraiment à la fois dans la quête de reconnaissance occidentale et dans la dynamique de garder leur influence dans la région. Donc cette une binarité des enjeux, ça crée aussi euh, un, un traitement, un rapport très spécial aux personnes qui sont perçues comme des traîtres, qui sont perçues comme les agents d'une société qui s'infiltre à l'autre et vice-versa. Et donc, moi, je pense que ce qui peut être l'immunité pour certaines, moi, je l'ai vécu plutôt comme un signe très net pour laquelle je peux être identifiée par le gouvernement de mon pays d'origine en tant qu'agent étranger. Et c'est un mot, c'est un terme qui existe dans les législations de certains pays. Par contre, ce que je trouve vraiment très intéressant et innovateur, je suis désolée pour le mot, dans l'initiative Marianne, c'est déjà la manière de choisir les personnes soutenues avec le comité scientifique, parce que moi, tout en étant voilà, une jeune défenseur, coprésidente de mon asso, mais quand même ayant un niveau très, très modeste d'influence en France, je me suis retrouvée dans une promotion très mélangée avec des personnes qui avaient le même profil que moi et avec des personnes qui étaient vraiment voilà, très notoires et internationalement connues. Et je pense que c'est très fructueux, ce mélange de profils, c'est très fructueux, ce mélange d'engagement. Et je trouve que c'est ça la richesse que le programme m'a apporté, c'est que je me suis ancrée encore plus dans mes convictions de la nécessité de circuler entre les luttes, circuler entre les milieux. Et la troisième chose auquel je voulais raisonner avec Lobé, c'est que moi, à l'inverse, j'ai été très sollicitée pour les partenariats par les ONG français, mais c'est parce que l'association que je co-préside, c'est une association qui est en train de travailler sur les problèmes internes de France. Le problème de migration et le problème de l'accueil digne et spécifique pour les personnes LGBTQI dans le contexte de l'asile, dans le contexte migratoire. Et c'était très intéressant de voir comment, d'un côté, Initiative Marianne permet de rencontrer les sociétés civiles des pays d'origine des défenseurs et la société civile française, mais comment aussi la société civile française rencontre ses propres acteurs, comme c'était le cas pour moi, les découvre et
se montrent assez enthousiastes pour continuer à travailler avec eux. Donc pour moi, c'était vraiment voilà, un deuxième souffle de mes relations avec la société civile française. Voilà. Et justement, je voudrais revenir un peu sur cet aspect-là, parce que dire que justement, dans le cadre de l'initiative Marianne, je suis en train de créer une association ici en France qui va travailler sur justement cette problématique, qui risque de travailler sur cette problématique migratoire. Mais ce que je tiens toujours à dire, parce que notre rôle aussi, c'est d'informer les personnes que nous rencontrons. Le problème migratoire, c'est pas un problème c'est un problème général et les solutions doivent être prises à plusieurs niveaux. Les actions doivent être entreprises tant dans les pays de départ que dans les pays de transit et sur les pays d'arrivée. Si l'attention sera toujours focalisée sur les pays de destination, sur lesquels va peser ce flux migratoire, je pense que vous, les associations qui travaillent sur la problématique migratoire ici en France, vous avez tout faux. Excusez-moi de vous le dire, parce que justement, vous vous retrouvez avec des problèmes migratoires que vous n'avez pas créés et que vous devez justement supporter. C'est une sensibilisation. Mettez la pression sur les dirigeants des pays de départ. Mettez la pression sur les dirigeants des pays de transit où les droits sont fortement violés, surtout en matière de trafic des personnes au niveau de l'Afrique, d'une partie de l'Afrique où je fais les noms. Mettez les pressions. Travaillez avec les associations au niveau local pour diminuer ce flux migratoire, pour sensibiliser, pour éviter, parce que justement, moi qui travaille sur cette problématique depuis 10 ans, je me rends compte que tous ces jeunes qui prennent la route pour l'Europe n'ont pas un projet migratoire. Leur rêve, c'est arriver en Europe, quel que soit le risque, quelles que soient les violations des droits qu'ils vont subir, quel que soit ce que ça va leur coûter. Donc, il faut cette synergie entre les associations. Sinon, sincèrement, pour moi, ça ne sert à rien. Merci. Léa, tu enchaînes pour la conclusion Alors, je crois qu'Anna voulait juste répondre et après, oui, j'enchaînerai avec la conclusion. Donc, ouais, je voulais répondre sur les revendications de Lübeck, que je partage dans sa majorité, parce que bon, c'est aussi ce que j'ai oublié de mentionner entre-temps, ce que je trouve très intéressant dans l'initiative Marianne, c'est qu'on trouve quand même dans les deux promotions, on trouve beaucoup de personnes qui sont venues à l'initiative directement du terrain, qui travaillaient auprès des personnes concernées jusqu'au jour qu'ils ont été accueillis dans l'initiative. Et moi, j'en faisais partie. J'ai continué à accompagner des personnes LGBTQI en demande d'asile tout au long de l'initiative, le jour même où j'étais le soir invité pour l'ouverture solennelle de l'initiative. Le matin même, j'étais à la CND avec une jeune femme géorgienne qui malheureusement n'a pas obtenu son asile malgré tout le contexte qui pointait sur cette nécessité. Moi, je trouve que la revendication de mettre la pression sur les pays de départ et sur les pays de transit, moins, mais quand même, c'est quelque chose de très important, mais je me permets de revenir de ce que je venais de dire sur la complexité et la non-homogénéité des sociétés d'où nous venons, les défenseurs. Et c'est aussi, on le voit très bien avec la question exactement des droits LGBTQI, c'est que dans certains cas, euh, c'est plaider la dépénalisation peut faire soit rien, soit même aggraver la condition des personnes qui sont déjà en danger.
Et donc là, c'est trouver un équilibre quand même entre malheureusement faire face à des flux migratoires parce que il y a un danger imminent pour des vies des personnes et plaider le changement au niveau local. Et pour ça, j'ai aussi en tête une excellente exemple, c'est que dans mon travail, je rencontre beaucoup de personnes d'origine géorgienne par le fait que je partage la langue avec eux. Ce que je vois, c'est que dans beaucoup des cas, notamment pour les personnes trans, mais pas que, les problématiques de santé coïncident les problématiques migratoires. Et là, c'est vraiment, ça peut donner naissance à un projet de recherche de terrain sur les problématiques de santé des personnes LGBT dans le système de santé géorgien, qui est connu pour ne pas être euh, très inclusif et très solide. Et là, peut-être plaider le changement au niveau de ce système, au niveau de la prise en charge des soins en trans, pour que cette problématique-là soit moins présente sur notre travail ici en France. Donc, je trouve que c'est vraiment le souci de l'équilibre qu'on doit trouver. Voilà. Merci beaucoup, Anna. Alors, initialement, on avait prévu une partie 2, mais il est déjà plus de 20 heures. Donc, en termes de conclusion, je vais vous demander de nous faire part de vos attentes à travers, concernant la société civile française et notamment les associations féministes que vous avez potentiellement en face. On va vous donner 2 à 3 minutes chacune pour nous faire part de vos priorités en termes d'attente. Et ce sera donc notre conclusion. Merci. Je vais aller droit au but et je vais un peu sortir complètement du contexte. Ce que j'attends de la société civile qui est en face de moi, c'est que cette société civile, justement, rejoigne le plaidoyer aussi au niveau international, dans lequel je suis très engagée sur la mobilité des défenseurs des droits de l'homme au niveau international, qui est un problème critique pour nous. À titre d'exemple, même pour rejoindre la France dans le cadre de l'initiative Marianne, l'ambassade de France au Cameroun a refusé de me recevoir à 3 reprises. Pourtant, c'était un programme français. Chance que ça a trouvé que moi, Lobé, à travers la PADIM, j'étais déjà engagée dans un réseau d'acteurs et qu'il a fallu l'intervention du ministère de l'Intérieur ici en France pour que ma situation soit débloquée au niveau du Cameroun. Donc, du coup, j'ai décidé de porter cela avec un réseau d'acteurs, tant au niveau local, régional qu'international. Donc, je vous exhorte à rejoindre ce mouvement parce que ça fait partie des principes de coopération, la libre circulation des défenseurs des droits de l'homme. Merci. I don't know if there's going to be a question and answer session later, but okay, but because I gotta go, so I'll be leaving right after this. Sorry, I have another appointment. My thoughts, everyone is always saying, you know, civil society here should help civil society, you know, create a global community and everything, which I agree to. But I think a lot of times feminists in the Western world tend to overlook the women here. And I do understand there is a need for solidarity across the globe. And, you know, people would say, oh, we have more resources, we have more freedom than other countries, you know, we have this and this. And it's a good thing. I'm not saying it's a bad thing, but from my experience being here in France for the last 5 months, I have noticed, I've done a lot of visits to different, you know, women's housings and women organizations. And it seems like they sort of like, civil society here has forgotten women in France. And that's something that I would really like to emphasize on. You know, women in France, the refugees in France, immigrants in France. It's always, you know, I want to stand, I went for the Women's March,
And I was so confused when I was looking around and it was different countries. And I understand there's a lot of bad things happening to women in different countries, but there's also a lot of bad things happening to women in France. And while I am all for global solidarity and working together, I think it's very important for civil society here to also take a step back and look at women in France, because it might look like, oh, women in France, you know, it's not as bad as Uganda, you know, it's not as bad as Iran, it's not as bad as Bahrain, but as long as it's one woman here in France that is suffering at the hands of male violence, it might as well just be as bad as, you know, Iran or Afghanistan or Uganda. And I think one step for women here is a win for all of us out there. So I think civil society needs to take a step back and reevaluate how they're going to look at things and focus a lot on women here, not just French women, but, you know, the refugees, the immigrants, because they are in France and they need your help. That's all. Thank you. I hope she gets everything. If she doesn't, please help me out. Au revoir. I'm sorry, I have to forget my hand. Yeah. Safina doit partir parce qu'elle a un autre rendez-vous. Mais ce qu'elle disait, c'est que on a tendance à penser, en fait, la société civile en France, selon elle, a tendance à oublier la situation des femmes en France, notamment la situation des femmes réfugiées, la situation des femmes migrantes en France. Parce qu'on estime qu'en France, on a plus de liberté, il y a plus de ressources, et donc la situation d'une femme en France est toujours moins grave que la situation d'une femme en Iran, ou au Bahreïn, ou au Cameroun, alors qu'en réalité, bien qu'elle soit pour une solidarité globale de la société civile, elle a été marquée par le fait d'assister à une marche féministe ici en France, et d'avoir remarqué qu'en fait, elle voyait que les autres pays et qu'il y avait beaucoup d'attention pour les femmes dans les autres pays. Et elle dit qu'il faut faire attention aussi à la situation des femmes en France. Et qu'en réalité, une femme qui souffre, qu'elle soit au Bahreïn, en Iran ou en France, c'est toujours une femme qui souffre. Et elle termine par dire qu'une victoire pour un pays, c'est une victoire pour l'ensemble des femmes dans le monde. Voilà. C'était bien qu'elle a parlé de ça parce que moi, je peux parler de moi-même parce que, tu vois, j'ai quitté le Bahreïn. C'est bon, c'est fini. La souffrance là-bas, c'est fini. Mais ça ne veut pas dire que ici, j'ai pas vécu de souffrance en tant que demandeur d'asile au début, après, en tant que réfugié politique. Moi, je peux dire que c'était ma propre curiosité, oui, que m'a mis où je suis aujourd'hui. Moi, je suis une personne très curieuse, j'aime bien apprendre des choses, j'aimerais bien mélanger avec les autres, mais c'était pas facile. C'était pas facile, c'est un parcours de 8 ans et je sens que je suis pas encore arrivée. J'ai beaucoup de chemin à faire pour arriver et comprendre la société française et la culture française, même la langue. J'arrive pas à faire des fautes non plus. Donc, parce que j'ai vu que le système ici qui accueillit les gens, n'importe quel sous n'importe quel statut migratoire, c'est vraiment, il y a beaucoup de défauts. Et moi, quand je suis arrivée ici, j'ai parlé 4 langues couramment et j'ai fait mon bac plus 5 en commerce et finance. Et quand je suis arrivée, j'ai commencé à apprendre le français. Et je connais personne, je savais même pas dire bonjour au début. Donc, j'ai vraiment essayé de m'intégrer dans ce pays-là. Mais j'ai pas senti que j'étais inclus. Nous, on fait tout ce qu'on a besoin de faire pour s'intégrer. Mais est-ce que la société ou le système nous inclut dans la vie quotidienne?
Je me rappelle de cette histoire, comme tous les gens migrants ici en France, on est obligatoirement inscrit au Pôle emploi au début pour nous faire intégrer dans la vie professionnelle. Tout début, c'est la vie professionnelle. Tu as besoin de travailler. Donc, je me rappelle avec l'entretien de ma conseillère à Pôle emploi, avec tous les diplômes que j'avais, les langues que je parlais, tout, elle m'a proposé, c'est pas de pas respecter ce travail, mais elle m'a proposé de travailler comme une femme de ménage. Et moi, j'étais vraiment choquée et je me suis dit, c'est quoi ce système que il ignore toutes tes études, ton travail que tu as fait, juste parce que tu étais obligé de venir et être accueilli dans un autre pays, ça veut dire que toi, tu n'es personne en fait. Tu dois commencer à zéro. Et ça, vraiment, ça m'a touché beaucoup. Et je sais que moi, j'ai traversé ça c'est resté dans le passé parce que j'ai construit moi-même ce que je voudrais. Mais je sais que il y a dans ma propre communauté des femmes arabes et bahreïniennes surtout, il y a des femmes, la plupart des femmes, ils sont à la maison, femmes de foyer, elles parlent pas, même pas le français, sont vraiment isolées. Et ils sont accompagnés par des assistantes sociales qui ne peuvent vraiment pas les aider à avoir un avenir qui matche leurs compétences, leur niveau d'intelligence. Donc, ils sont coincés dans cette boîte. Elles peuvent pas sortir. Donc, ça, c'est vraiment un défi pour les femmes ici en France en tant que réfugiées ou migrantes. Anna, quelques autres conclusions sur vos attaques par rapport à la société civile française? Bon, je pense que c'est super bien qu'on a tous parlé des problématiques des femmes et de la migration. Moi, je rejoins tout à fait euh, les attentes que la société française se tourne vers les femmes qui arrivent, mais également, vu que les exclusions sont à la fois très individuelles et universelles, ouais, peut-être des personnes en déclassement, vers des personnes en précarité, des femmes en précarité, des femmes victimes de violences de fait de leur précarité, etc. Donc, à mon avis, c'est le voie, c'est l'autoroute à double ligne qui peut se construire parce que moi je suis absolument convaincue que la migration c'est pas un problème social. C'est plutôt un miroir dans lequel on voit la société d'accueil et la société de départ. Et donc là, dans ce miroir-là, la société d'accueil qui est française, voilà, donc peut voir quelques défauts. Et moi, je témoigne aussi avoir entendu beaucoup parler de boulot alimentaire quand j'étais au tout début de mon parcours migratoire. J'étais vraiment très ferme sur mon souhait de faire des études et j'y suis arrivée, mais c'est vrai que c'était un parcours de combattant. Et donc, plus d'attention aux femmes migrantes, plus de ressources pour les femmes migrantes et aussi prendre en compte que euh, n'importe quel a priori qu'on peut avoir par rapport à la condition de féminine est à repenser. Et là, je glisse quand même un petit mot par rapport aux femmes trans, par exemple, qui sont déjà victimes de mépris social et des violences énormes juste de fait de leur transidentité. Et là, après, c'est tout un problématique spécifique à leurs conditions trans qui se couplent avec, par exemple, leur statut migratoire. Et là, c'est vraiment la seule solution qu'on peut proposer, c'est vraiment pas même un accompagnement sur mesure,
un suivi longue durée sur mesure réalisé par la société d'accueil. Il n'y a pas des acteurs institutionnels qui peuvent s'impliquer sur une telle durée pour accompagner une personne. C'est vraiment l'histoire voilà, de la réintégration sociale et de la société civile qui prend le relais, sans se substituer à l'État et à ses dispositifs, mais tout en étant consciente des défis que que ces personnes traversent. Alors, on va s'arrêter là, enfin pas tout à fait, puisque on a prévu un peu à boire et quelques petites choses à grignoter si vous le souhaitez. Je voulais vraiment remercier nos intervenantes parce que vous avez partagé à la fois vos expériences respectives, mais aussi le regard que vous portez sur notre société. Je pense que les personnes qui sont dans la salle partagent et sans doute connaissent les difficultés que vous avez rencontrées en France, notamment vous, Asma. Et je pense que les unes et les autres, on aimerait que ça change, mais que c'est pas simple et que souvent on a l'impression qu'on va plus dans l'autre sens. Vraiment, merci beaucoup. Merci à Léa aussi qui a eu cette idée, en tout cas qui a proposé qu'on fasse ce mardi de la clé avec les initiatives Marianne. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre un verre avec nous. Vous pouvez continuer à discuter avec nos intervenantes dans ce cadre un peu plus informel. Merci à Marie pour la traduction et merci à Mathilde qui chapeaute la petite équipe de la clé et que j'oublie à peu près à chaque fois de remercier. Donc cette fois, je n'ai pas oublié. Merci à toutes et puis on continue autour d'un verre. À bientôt pour celles qui sont en visio. Merci Léa. Salut Anna. Merci beaucoup. Bonne soirée.